Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je vais parler de plein de choses. Dans la semaine précédente, il y a des livres dont je ne vais pas parler, mais que je vous montre quand même. Je vais les chercher ici au fond, par terre, tellement je les ai abandonnés. Ils traînent par terre. C'est cette bande dessinée qui me résiste. 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, et c'est la poésie en prose de Gaspard Delannuy d'Aloysius Bertrand. Ça, c'est des choses sur lesquelles je compte quand même bientôt, peut-être, j'espère, revenir. Je vais non plus pas vous parler tellement des 3 contes de Flaubert et du Un cœur simple, parce que ça, il y a une vidéo spéciale dédiée à celle-ci où je lis le chapitre 3 pendant 3/4 d'heure, donc j'en ai déjà pas mal parlé. Par contre, dans les livres dont je vais un peu plus parler, vous avez ici un certain nombre de livres, les voilà ici. Alors évidemment, c'est des pavés, mais certains, j'en ai lu qu'une partie, forcément, puisque l'idée, c'est de parler des livres en cours de lecture, des livres terminés, alors des livres qui m'occupent pendant beaucoup de temps, et parmi ceux-ci, ce sont des thématiques finalement assez grave qui m'occupe ces temps, parce que la situation, au fond, de manière globale, est assez grave, sinon très grave en ce moment, et cette question, au fond, de que faire dans les situations, notamment de guerre, et des situations où se joue notre honneur, notre rapport à des questions aussi fondamentales que la vie et la mort. Voilà des questions qui, au fond, sont au cœur de quasiment tous ces livres-là. En tout cas, des gens qui se positionnent par rapport à la société d'une manière ou d'une autre. Alors, cette idée de se positionner et de regarder ce qu'on fait face à la mort, il y a ça dans l'essai de Montaigne que j'ai parcouru, que j'ai lu toujours à haute voix, qui est « Couardise, mère de la cruauté ». J'ai souvent ouï dire que la couardise est mère de la cruauté, et si est par expérience aperçu que cette aigreur et âpreté de courage malicieux et inhumain s'accompagne coutumièrement de mollesse féminine. J'en ai vu des plus cruels, sujets à pleurer aisément, et pour des causes frivoles. Voilà comment commence cet essai que je ne vais pas relire ici, cette question qu'au fond, la cruauté, les gens cruels ne sont pas des gens courageux. Les gens qui torturent, les gens qui utilisent des méthodes violentes, des méthodes qui détruisent l'autre, ne sont pas courageux. Au contraire, sont lâches. Montaigne l'avait déjà remarqué, et d'autres vont aussi le remarquer. D'autres, c'est par exemple Pierre Guyotat. Pierre Guyotat, dont je lis ce livre qui s'appelle « Idiotie », qui raconte sa jeunesse, et j'en ai parcouru une bonne partie de ce livre. J'en ai déjà parlé un peu la semaine passée, mais j'en étais qu'au début, où on voit un peu les obsessions de Guyotat et son rapport aux femmes à Paris, mais dans la suite du livre, on est à la fin des années 50, au début des années 60, c'est-à-dire au moment de la guerre d'Algérie, et il sera appelé en Algérie, et il va se révolter, prendre position pour l'indépendance de l'Algérie, alors qu'il est dans l'armée française qui lutte contre ceci, en tout cas au début. Et il y a le moment du putsch des généraux, il y a l'arrivée de Gaulle, il y a la défaite qui est une défaite politique et une victoire militaire d'après l'armée française à ce moment-là. Et donc, il y a un rapport à la fois extrêmement brutal avec ce qui se passe. Il va décrire des scènes absolument terribles. Il va se révolter, être interrogé aussi par rapport à ce qu'il écrit déjà, qui gêne la hiérarchie militaire. Il va se retrouver à faire de la prison, et il écrit ceci avec un style extrêmement dense, extrêmement vivant, extrêmement lyrique. Et on lit ce livre avec vraiment beaucoup d'intérêt. Pour vous en faire une petite idée,
Voilà, par exemple, un petit extrait, justement, de scène de guerre. Je vais essayer de prendre l'extrait qui me parle le plus. Voilà l'interrogatoire qu'il subit de la part de son chef qui se méfie de lui. Le soleil m'éblouit dont on me refuse que je m'écarte quand un lieutenant entre et sans me regarder s'assoit au petit bureau. Si le colonel inculpeur tient parole, c'est lui que le garde salue à grand bruit à l'entrée. Le voici, badine à la main, quelque chose le coiffant, galon sur ses hautes épaules, décoration étincelante, chacun de ses mots, de ses gestes, de ses mouvements, de ses borborigmes est un ordre, une accusation, une menace, une moquerie. On voit qu'il, chaque fois, rajoute un mot de plus dans ses phrases. Il y a vraiment un souffle. Il faut que ça charrie de la langue. En passant la porte, le lieutenant se dresse au garde à vous. Il se déporte sur la gauche, me bouscule. Il jette ses gants sur son bureau dont l'un tombe au sol et que son ordonnance, un jeune rouquin, ramasse. Le colonel lui tend sa coiffure qu'il dépose sur le bord du grand plateau. Il s'y assoit dans un beau siège tournant, me regarde par en dessous. Je le vois soulever sa jambe bottée droite sur son genou gauche. Les deux bottes brillent jusqu'aux semelles. Se balançant vers l'arrière, il attend que le lieutenant lui apporte un dossier ficelé qu'il dénoue en soupirant. Du dessus des feuillets glisse le petit volume vert de ma première publication, qu'il a fait prendre dans mon casier avec une part de mes notes, toujours debout, sans lacet, ni ceinture, ni café, ni pain au ventre. Vais-je devoir entendre et justifier chacune de mes phrases écrites, petites fictions et notes? Je les entends prévoir 10 jours d'interrogatoire. Le lieutenant se charge de notes factuelles, matérielles, le colonel des notes de jugement politique, psychologique et du petit livre que déjà, glissant une botte sur l'autre, il commence de feuilleter, ses lèvres suivent sa lecture. Mon cœur bat qu'elle ne s'ouvre sur de la voix disant les phrases dans lesquelles j'ai enfermé cette part de ma jeunesse amoureuse dont la probable perdition dans le bagne m'interdit désormais de vieillir et d'approfondir les figures dans une vraie fiction adulte. Mais ses lèvres s'ouvrent, mes phrases, qu'il prononce d'une voix aigre, répandent quelque fraîcheur dans l'espace confiné. L'équilibre de leur rythme, leur verdeur et leur ironie passent dans sa gorge, quoi qu'il en ait. Il poursuit sa lecture sans la dire. Le lieutenant récite une note où je fais état de la misère matérielle, treillis en lambeaux, saleté des corps, vermine, nourriture avariée, des camarades dans tel poste où l'un d'eux perd la raison, mitraille du haut du mirador des rebelles imaginaires sur les postes mitoyens. Le colonel l'interrompt, lève un doigt, articule un paragraphe, il laisse en suspens une syncope dont il me reproche l'audace. Au fond, ce qu'on lui reproche, c'est d'écrire, et c'est de bien écrire. Et c'est terriblement bien écrit, en effet. Avec, justement, là, je vous ai lu, je pense, quelque chose qui n'est même pas une phrase entière. Ça continue dans des blocs de texte qui justement, nous mettent dans la tête de ce prisonnier, enfin, pas encore prisonnier, il va faire de la prison après, mais là, il est accusé d'être quelqu'un qui est un élément séditieux à l'intérieur de la troupe, mais avec aussi, au fond, ce qu'on touche de ce que l'écriture a d'essentiel chez lui, l'écriture comme acte de résistance. Et voilà, je vais lire la fin encore, parce que cette écriture comme acte de résistance, on la trouve chez un autre auteur, évidemment, que je parcours depuis pas mal de temps, c'est Albert Camus. Albert Camus, dont j'ai lu les lettres à un ami allemand, lettres qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. Camus qui d'ailleurs a des positions assez ambiguës par rapport à la guerre d'Algérie, lui qui est un pied noir. Que n'est pas Guyotat, qui lui se retrouve sur la terre d'Algérie pour combattre, c'est pas tout à fait la même génération, il y a une génération d'écart. Et
Camus, lui, son combat, ça a été évidemment celui de la Deuxième Guerre mondiale. Et le mot combat, évidemment, correspond aussi au journal dans lequel il écrit. Il y a ce texte publié après la guerre, Lettre à un ami allemand, où on nous dit que ces lettres ont paru dans différentes revues en 43, 44, puis ont paru aussi un peu plus tard, où il va au fond s'expliquer sur son engagement à un ami allemand, un ami qui ne peut peut-être plus tout à fait être véritablement un ami. Voici ce qu'il écrit dans la première lettre. « Vous me disiez, la grandeur de mon pays n'a pas de prix. Tout est bon qui la consomme. Et dans un monde où plus rien n'a de sens, ceux qui, comme nous, jeunes Allemands, ont la chance d'en trouver un au destin de leur nation, doivent tout lui sacrifier. Je vous aimais alors, mais c'est là que déjà je me séparais de vous. Non, vous disais-je. Je ne puis croire qu'il faille tout asservir au but que l'on poursuit. Il est des moyens qui ne s'excusent pas. Et je voudrais pouvoir aimer mon pays tout en aimant la justice. Je ne veux pas pour lui de n'importe quelle grandeur, fût-ce celle du sang et du mensonge. C'est en faisant vivre la justice que je veux le faire vivre. Vous m'avez dit, allons, vous n'aimez pas votre pays. Il y a 5 ans de cela, nous nous sommes séparés depuis ce temps, et je puis dire qu'il n'est pas un jour de ces longues années, si brèves, si fulgurantes pour vous, où je n'ai eu votre phrase à l'esprit, vous n'aimez pas votre pays. Quand je pense aujourd'hui à ces mots, j'ai dans la gorge quelque chose qui se serre. Non, je ne l'aimais pas, si c'est ne pas l'aimer que de dénoncer ce qui n'est pas juste dans ce que nous aimons, si c'est ne pas aimer que d'exiger que l'être aimé s'égale à la plus belle image que nous avons de lui. Il y a 5 ans de cela, beaucoup d'hommes pensaient comme moi en France. Quelques-uns parmi eux, pourtant, se sont déjà trouvés devant les 12 petits yeux noirs du destin allemand. Et ces hommes, qui, selon vous, n'aimaient pas leur pays, ont plus fait pour lui que vous ne ferez jamais pour le vôtre, même s'il vous était possible de donner 100 fois votre vie pour lui, car ils ont eu à se vaincre d'abord, et c'est leur héroïsme. Mais je parle ici de 2 sortes de grandeur, et d'une contradiction sur laquelle je me dois, ou je vous dois de vous éclairer. Voilà. Dans cette lettre, il y a quelque chose d'extrêmement bien écrit au niveau rhétorique chez Camus. C'est pas du tout le même style que Guyotat tout à l'heure. Il y a cette idée au fond que aimer son pays, ça n'est pas tout lui laisser faire. Quand notre pays part en vrille, quand ce qu'il fait ou ce que l'on fait au nom de ce pays-là n'est pas à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre du pays qu'on aime, alors peut-être que, précisément, l'héroïsme consiste à s'opposer à ce qui représente ce pays. Et c'est ce qu'a fait Camus et ce qu'ont fait les résistants, et il l'écrit dans ces 4 lettres à un ami allemand, un ami qui n'est peut-être plus un ami, mais qui le reste en partie. Il y a quelque chose d'extrêmement fort dans ces lettres, d'extrêmement nécessaire. Une réflexion qui va au-delà de ce nationalisme bête, cette idiotie nationaliste que l'on voit partout à l'œuvre aujourd'hui. Et c'est là peut-être qu'on pourrait être critique par rapport à Camus, qui était peut-être celui des Français en Algérie par la suite, et que là, Camus n'a pas tout à fait vu, ou n'a peut-être pas tout à fait voulu voir. Mais je vais encore parler de 2 livres qui ont peut-être une autre manière de parler de pays, en parlant de
paysage, en parlant de lieux où l'on cherche à vivre. Et ce qui est intéressant, ce que le hasard m'a fourni dans ces lectures-là, c'est que la 4e lettre des 4 lettres à un ami allemand de Camus commence par une citation. « L'homme est périssable, il se peut, mais périssons en résistant. Et si le néant nous est réservé, ne faisons pas que ce soit une justice. » Cette citation, c'est Obermann, lettre 90. Or, dans mes lectures, depuis un certain temps, il y a Senancour, Obermann. Je ne suis pas encore à la lettre 90, je suis en plein milieu là dans ma lecture de la lettre 72, donc on se rapproche de la fin de ce livre qui exprime la pensée d'un auteur, qui exprime sa volonté de trouver un lieu où vivre à l'écart peut-être du fracas du monde, du fracas des guerres. Alors c'est l'époque où commencent les guerres napoléoniennes, où la Révolution française a fait beaucoup de bruit, et où lui se rend en Suisse. Et c'est en Suisse qu'il écrit ses lettres. Mais une Suisse qui, justement, a ce côté à la fois apaisant, décevant un peu parfois, il ne trouve jamais vraiment le lieu. Mais ça donne lieu, c'est le cas de le dire, à de belles images, à de belles descriptions. Lisons par exemple le début de la lettre 63. Il était minuit. La lune avait passé. Le lac semblait agité. Les cieux étaient transparents, la nuit profonde et belle. Il y avait de l'incertitude sur la terre. On entendit frémir les bouleaux, et des feuilles de peupliers tombèrent. Les pins rendirent des murmures sauvages, des sons romantiques descendaient de la montagne. De grosses vagues roulaient sur la grève. Il y a un rythme aussi romantique, le terme évidemment est tout à fait d'actualité, on est à la naissance du romantisme ici. Alors l'orfraie se mit à gémir dans les roches caverneuses, et quand elle cessa, les vagues étaient affaiblies, le silence fut austère. Le rossignol plaça de loin en loin dans la paix inquiète cet accent solitaire, unique et répété, ce chant des nuits heureuses, sublime expression d'une mélodie primitive, indicible, élan d'amour et de douleur, voluptueux comme le besoin qui me consume. Tout d'un coup, il y a quand même l'être qui est là, qui a un besoin qui me consume, simple, mystérieux, immense comme le cœur qui aime. Abandonné dans une sorte de repos funèbre, au balancement mesuré de ces ondes pâles, muettes, à jamais mobiles, je me pénétrais de leurs mouvements toujours lents et toujours le même, de cette paix durable, de ces sons isolés dans le long silence. La nature me sembla trop belle, et les eaux et la terre et la nuit trop facile, trop heureuse. La paisible harmonie des choses fut sévère à mon cœur agité. Je songeai au printemps du monde périssable et au printemps de ma vie. Je vis ces années qui passent tristes et stériles de l'éternité future dans l'éternité perdue. Je vis ce présent toujours vain et jamais possédé, détaché du vague avenir, sa chaîne indéfinie, approcher ma mort enfin invisible, traîner dans la nuit les fantômes de mes jours, les atténuer, les dissiper, atteindre la dernière ombre, dévorer aussi froidement ce jour, après lequel il n'en sera plus, et fermer l'abîme muet, comme si tous les hommes n'avaient point passé, et tous passé, en vain, comme si la vie était réelle, et existante essentiellement, comme si la perception de l'univers était l'idée d'un être positif et le moi de l'homme quelque autre chose que l'expression accidentelle d'un alliage éphémère. Là, il commence à entrer dans des considérations plus philosophiques
qui sont peut-être moins intéressantes que ces moments où il trouve un lieu. Et un autre lieu, c'est la forêt. C'est ce Dans la forêt de Gene Eklund, un livre là aussi marquant où deux jeunes filles sont forcées de vivre dans la forêt. Là, c'est pas un choix, c'est pas je cherche un lieu pour trouver le calme, mais j'y suis et je ne peux pas en partir. Et on est dans un monde qui suit une sorte de blackout. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus ce qui aujourd'hui nous semble nécessaire pour vivre. Et ces deux sœurs se retrouvent dans la forêt, leurs parents sont morts tous les deux, elles vivent dans une maison dans cette forêt et autour il y a le monde qui s'éloigne de plus en plus. Quand je dis le monde, c'est la société. Et quand elle revient, c'est brutalement. Il y a un certain Ellie qui revient, qui veut parcourir les États-Unis en Californie. Il paraît qu'il y aurait à nouveau de la vie et la vie d'avant à Boston, de l'autre côté du pays, et il veut s'y rendre à pied, mais évidemment, c'est une entreprise extrêmement compliquée, et la narratrice, jeune fille amoureuse de ce Ellie, va vouloir le suivre, mais sa sœur veut rester, et elle choisira sa sœur. Et puis, il y a un autre homme qui vient, une chose épouvantable qui se passe pour la sœur qui s'appelle Eva, avec la venue de cet homme. Et puis petit à petit, on a quelque chose qui peut être extrêmement brutal à certains moments, extrêmement dur, une vie qui devient quasiment impossible à cause de tout ce qui manque. Il faut trouver à manger, il faut trouver de quoi survivre. Mais petit à petit, ce qui est beau dans ce livre-là, alors j'en suis pas encore tout à fait à la fin, mais là aussi je m'en rapproche, c'est que la forêt, la dangereuse forêt devient un allié. On commence à connaître les plantes, connaître les différents moyens de survivre dans cette forêt, même s'il y a des dangers qui reviennent. Il y a des traces d'ours peut-être, par exemple. Et oui, il y a quelque chose de très beau, de très dur, mais qui petit à petit donne espoir, c'est-à-dire l'espoir du monde d'après, ce qu'on avait appelé à un moment donné le monde d'après. Après le Covid, vous vous souvenez de cette histoire-là, le monde d'après, on se rend compte qu'il est le monde d'avant en pire. Et là, tout d'un coup, peut-être qu'il y a autre chose. Il n'y a pas grand-chose dans la forêt qui ait atteint son plein développement au milieu de l'été. Les choux précoces sont si durs et amers que nous ne pouvons pas les manger. Et les fruits d'automne et les noix et les graines ne sont pas encore mûrs. Mais jusqu'à présent, j'ai essayé le cresson, le pourpier, le pourpier. On découvre des mots, elle découvre les mots d'ailleurs, de la forêt. Pour pouvoir en vivre, manger, qu'est-ce qui se mange, qu'est-ce qui se mange pas. C'est évidemment compliqué. Il y a des livres de la mère qui sont restés longtemps dans une chambre et petit à petit, on a besoin de la connaissance et des mots précis. Le pourpier donc. Et d'autres. Le plantain, la bourse à pasteur, les racines de chlorogallum, l'oseille sauvage, pas l'oreille sauvage, ça c'est autre chose. Le chénopode de berlandier, l'amarante, les feuilles de moutarde sauvage et la clétonie perfoliée d'un carré tardif. Petit à petit, je démêle la forêt. Attache des noms aux plantes qui la peuplent. Les feuilles que nous utilisons comme papier toilette sont des feuilles de molène. La plante avec les fleurs comme des pâquerettes qui poussent près de l'atelier et de la matricaire, une cousine de la camomille, l'herbe dans le potager avec les feuilles triangulaires et de la bourse à pasteur. Depuis toujours, les buissons qui bordent la route sont des noisetiers, et les fleurs que nous avons déposées sur la tombe de notre père sont des sisyrinchium,
dont la racine est censée faire tomber la fièvre et soulager un estomac dérangé. D'après les plantes indigènes, c'est le livre qui lui apprend tout ça qu'elle a découvert chez sa mère. D'après les plantes indigènes, les érables de la forêt produisent de la sève sucrée. Les feuilles des pas d'âne peuvent nous donner du sel, et les Indiens qui vivaient là autrefois utilisaient la mousse espagnole comme couche pour les bébés, le pavot de Californie comme antidouleur, la farine de gland moisie comme antibiotique. Il existe des plantes pour stopper la fièvre, des plantes pour soulager le rhume, des plantes pour apaiser les rougeurs et les douleurs menstruelles. Il existe des plantes pour augmenter les contractions d'Eva. Tiens, les contractions d'Eva. Eva, c'est la sœur. Et diminuer la douleur pendant le travail. Des plantes pour rendre son bébé fort. Des plantes pour favoriser les montées de lait. Et là, on découvre un événement qui était extrêmement douloureux, qui devient peut-être un événement heureux. Alors, il n'est pas encore arrivé, cet événement. Donc, évidemment, ce petit passage nous laisse deviner de quoi il s'agit. Mais il y a une force dans ce livre-là qui est celle de la simplicité de la vie et du retour à la nature. Retour à la nature voulu peut-être par Senancour, mais il reste un noble qui ne vit pas vraiment dans la nature et ne sait pas ce dont il parle véritablement. Mais voilà, dans la forêt, au fond, peut-être bien qu'un jour, bientôt, ou plus tard, je ne sais pas, ça deviendra vrai cette histoire-là. Il y a cette interrogation-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons abreuvé de technologie, là même, je suis en train de diffuser quelque chose via une technologie, mais bien sûr que il est fort probable, je ne sais pas, il est possible du moins, que tout ça un jour s'effondre et que nous vivions où nous sommes d'une manière différente. Et je crois qu'il y a cette nécessité de retrouver des choses simples, la nature. Moi-même, je ne connais pas les plantes, par exemple. Et il m'arrive de le regretter. Surtout en lisant ce livre-là, dont je me réjouis de lire la fin et dont je reparlerai donc, je pense, une dernière fois la semaine prochaine. Il y a la suite qui a été publiée récemment, le livre a une trentaine d'années. Eh bien, je me réjouis aussi de découvrir ce qui se passe après la forêt. Voilà, c'était le passage en revue des livres que je suis en train de lire. Et la semaine prochaine, on retrouvera les mêmes livres, on retrouvera peut-être de nouveaux livres. Et cette fois, je pense que je vais quand même m'attacher à cette lecture de la bande dessinée des naufragés du Jakarta qui m'attend tout le temps. Mais bon, oui, Senancour, la forêt, tout ça, Camus, Guyotat, ne vont pas non plus m'abandonner. Voilà, au revoir et à bientôt.